Bien, bonjour à tous. Donc, nous allons traiter pendant ce moment-là des accidents du travail, comment faire face à l'obligation de sécurité. Donc, orienté petites entreprises, hein, notamment les entreprises qui démarrent, les créateurs d'entreprises, les entreprises artisanales qui peuvent être prises par des créateurs, des repreneurs. Rapidement, les enjeux de la prévention des accidents du travail. Le premier enjeu, ça va être bien sûr un enjeu moral. Hein. À partir du moment où on embauche quelqu'un, on recrute quelqu'un, il faut lui assurer un minimum de sécurité et de protection de sa santé. Parce que bien sûr, un accident du travail, une maladie professionnelle, ça peut être source de souffrance, ça peut être des soins qui sont longs, des arrêts de travail, des séquelles possibles hein, suite à accident du travail, avec même quelquefois de la désinsertion professionnelle, du chômage de longue durée derrière, etc. Donc d'abord un enjeu moral que le chef d'entreprise, l'employeur en tout cas, même s'il a employé qu'un seul salarié, c'est quand même un enjeu fort. Un enjeu économique également. L'accident du travail, ça a un coût. Alors, il y a un coût qui est assuré et il y a un coût qui n'est pas assuré. Ce qui est assuré, c'est ce qu'on appelle le coût direct, hein, c'est-à-dire le coût des soins, les indemnités journalières, le temps que la personne est arrêtée, et également les coûts qui sont liés à la rente. Si la personne, après son accident, a une incapacité permanente, elle a le droit à une rente et ça a un coût. Donc ça, c'est assuré par l'assurance maladie risque professionnel. Par contre, il y a tout un coût qu'on appelle indirect qui, lui, n'est pas pris en charge par l'assurance. Le salarié qui est pas là, ça entraîne de la désorganisation. Faut le remplacer, donc ça veut dire qu'on va devoir payer une autre personne pour le remplacer, qui n'est pas forcément la qualification, la même expérience, le même savoir-faire que celui qui est arrêté, avec des pertes de qualité, de production, etc. Et puis, il peut y avoir également des coûts de licenciement s'il y a inaptitude après accident grave. Si la personne conserve un handicap, on peut être amené à la licencier parce qu'elle ne peut plus faire le travail qu'on lui demandait avant. Un exemple de coût de licenciement pour inaptitude. Bon, une inaptitude hors accident du travail, maladie professionnelle, c'est calculé de cette façon-là. On multiplie le salaire brut mensuel par un cinquième multiplié par 10. Donc là, pour une inaptitude normale, quelqu'un qui a 10 ans d'ancienneté, 2000 euros de brut par mois, l'indemnité, ce sera de 4000 euros à peu près. Par contre, si l'inaptitude est liée à un accident du travail, ça va doubler. On va aller vers les 8000 euros. Donc on voit très rapidement, ça coûte très cher, surtout pour une petite entreprise. Et on connaît des petites entreprises qui ont eu des problèmes économiques suite à ces problèmes d'inaptitude. Il y a des enjeux légaux également. Hein. Vous savez, l'employeur est responsable, hein, il est responsable de la sécurité de ses salariés. Ça veut dire qu'il a obligation de répondre de ses actes devant les victimes. Alors c'est l'obligation de réparer les dommages causés par ces actes. C'est ce qui est responsabilité civile, hein, c'est la partie qui est assurée, qui est assurable. Et puis devant la société, c'est la responsabilité pénale. Et là, il y a des fautes hein, qui peuvent être reprochées au chef d'entreprise. Et sanctionné. Hein. S'il y a un écart par rapport au code du travail, il peut en effet avoir des amendes assez importantes. Et vis-à-vis du code pénal, il peut y avoir également des poursuites hein, pour blessure ou homicide involontaire. Si c'est un accident du travail qui a entraîné la mort d'un salarié, il peut être poursuivi pour homicide involontaire. C'est pas une fiction, hein, ça existe vraiment. Chaque fois qu'il y a un accident grave dans une entreprise, il y a une enquête. Si l'enquête détermine qu'il y a eu une faute du salarié, une imprudence, une négligence qui a conduit à l'accident, le salarié va être inquiété et pourra avoir à payer des amendes. Et même, il y a des peines d'emprisonnement qui sont prévues. Donc, c'est quelque chose... par exemple de blessures par imprudence. Vous avez un salarié qui s'accidente sur la route avec un véhicule de l'entreprise et après enquête, on constate que le véhicule n'était pas bien entretenu, que ça a causé l'accident. Je sais pas, il y avait des pneus lisses, le freinage n'était pas au point, etc.
le chef d'entreprise sera inquiété pour avoir fourni du matériel finalement qui posait des problèmes de sécurité. Donc, obligation de l'employeur. Alors, le code de travail est très clair, hein. L'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses salariés. Il doit également mettre en œuvre des mesures de prévention avec un certain nombre de principes à respecter. Et puis, avec au centre de ces obligations, l'obligation d'évaluer les risques. Évaluer les risques par rapport au matériel utilisé, aux méthodes de travail, à l'organisation du travail, etc. Donc tout ça, c'est dans le code du travail, c'est très clair. Et donc il doit respecter. Alors ça ne veut pas dire que le salarié est irresponsable, hein. Le salarié a également des responsabilités en matière de sécurité. Le code du travail est très clair, hein. Chaque travailleur doit prendre soin de sa sécurité et celle de ses collaborateurs, de ses collègues, en fonction bien sûr de sa formation, de sa compétence, etc. Il a également le devoir d'alerte, c'est-à-dire que dans une entreprise, même une petite entreprise, un salarié qui est confronté à un danger, il a le devoir d'alerter son patron en disant attention, là il y a un danger, etc. Sinon, il peut également être inquiété en cas d'accident grave par la suite. Et puis il a un droit qui est le droit de retrait. C'est confronté à un danger, il a le droit de se retirer de la situation dangereuse, bien sûr en informant son employeur, pour pouvoir éviter finalement l'accident. Donc les salariés sont également une responsabilité à la dimension de leurs compétences et de leur pouvoir, bien sûr, si on peut dire. Bon, les principes généraux de prévention, je vais y passer rapidement. Éviter les risques, c'est beaucoup du bon sens, hein, les principes généraux de prévention. Éviter les risques, évaluer les risques, c'est-à-dire que face à un risque qu'on aurait détecté, il faut en mesurer la probabilité d'occurrence, la probabilité que ça aboutisse à un accident et la gravité potentielle de cet accident. Combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, ça veut dire que y a une obligation d'ergonomie finalement, hein. Il faut que les machines soient adaptées à l'homme, il ne faut pas adapter les hommes aux machines, il faut adapter également les organisations aux hommes et pas les hommes aux organisations. Et on doit également tenir compte de l'évolution de la technique, c'est-à-dire que chaque fois lorsqu'on remplace une machine par exemple, on va peut-être pas la remplacer par la même. On va essayer de voir est-ce que sur le marché il n'y a pas des machines nouvelles qui sont plus sûres ou qui améliorent les conditions de travail. On va remplacer ce qui est dangereux par ce qui est moins dangereux, parce que quelquefois le risque, on n'arrive pas à supprimer complètement le risque. Planifier la prévention, prendre des mesures de prévention collective en donnant la priorité sur les mesures de prévention individuelles. Par exemple, il y a des risques de chute de hauteur. On va plutôt mettre des garde-corps pour éviter que toute personne tombe et chute de hauteur, plutôt qu'équiper les personnes de harnais où chacun devra avoir son harnais individuel, etc. Et puis également, c'est pas le 10e principe, c'est le 9e, donner des instructions appropriées aux travailleurs. Donc tout ce qui concerne la formation des travailleurs, ça fait partie également des principes généraux de prévention. 2 étapes pour prévenir les risques d'accident du travail, hein. C'est comme ça qu'on présente vis-à-vis des petites entreprises. Il ne faut pas aller vers des processus trop compliqués. Nous, on dit il y a 2 étapes. Il y a une étape, 2 étapes qu'il faut bien séparer, hein, parce que dans les petites entreprises, on a souvent tendance à aller directement à la solution. Non, il y a bien 2 étapes. La première étape, c'est d'identifier et d'évaluer les risques. Et la deuxième étape, c'est d'agir, c'est-à-dire de mettre en place des mesures de prévention. Bon, c'est une démarche classique de prévention, hein. Moi, je fais toujours la comparaison avec le contrôle technique automobile. Le contrôle technique automobile, il y a bien ces démarches en 2 étapes. Votre voiture, quand vous l'envoyez au contrôle technique, il y a un technicien, un spécialiste qui a une grille d'observation et qui va repérer les défauts de sécurité qu'il pourra avoir. Donc c'est la partie identification. Et il va évaluer. Alors il va évaluer de façon très simple, hein. Soit c'est un défaut mineur et puis la voiture peut continuer à rouler comme ça, soit c'est un défaut majeur et là il faut aller faire des transformations du véhicule et des réparations. Donc là, cette partie-là, ça va être la partie à identifier, évaluer. Et agir, ce sera de remettre le véhicule en état pour qu'il soit à un niveau de sécurité acceptable.
c'est ce qu'on va demander aux chefs d'entreprise, de petites entreprises, c'est d'avoir cette démarche-là. Alors, c'est pas totalement comme le contrôle technique, parce que ce qu'on va demander aux chefs d'entreprise, c'est un autodiagnostic. Hein, on va lui demander d'identifier et d'évaluer les risques dans sa propre entreprise, et il n'aura pas non plus de grille d'observation spécifique. C'est à lui de se faire cette grille d'observation, contrairement au contrôle technique. Et ensuite, il devra agir, c'est-à-dire prendre les mesures de prévention qui vont bien. Mais ce sont les mêmes enjeux que le contrôle technique. Hein. Ça veut dire que si dans une entreprise, il n'y a pas de document unique, en termes de responsabilité pénale, c'est un peu comme si vous roulez avec une voiture qui n'a pas passé le contrôle technique. C'est-à-dire si vous avez un accident avec une voiture et que votre voiture n'est pas passée devant le contrôle technique, vous allez être inquiété fortement. C'est pareil pour un chef d'entreprise. Il y a un accident grave dans son entreprise, il y a une enquête, l'inspection du travail vient. La première chose qu'elle demande, c'est le document unique d'évaluation des risques, c'est-à-dire le document qui trace la démarche d'autodiagnostic et de planification de la prévention. Donc c'est quelque chose, cette évaluation des risques, il y a des enjeux importants derrière. Et c'est le document unique donc, qui va permettre de tracer cette évaluation des risques et qui va présenter les résultats de l'évaluation. On verra quelques exemples. Alors il comprendra un inventaire des risques qui ont été identifiés, ainsi que les mesures de prévention qui sont existantes ou qui sont programmées dans le futur. Donc c'est un outil d'autodiagnostic et de planification. Et c'est une obligation légale. Quel que soit le nombre de salariés, il doit y avoir un document unique d'évaluation de risque dans l'entreprise. Pour résumer les enjeux, et puis les enjeux, oui. Alors le chef d'entreprise est l'acteur principal de la prévention. Il est juridiquement responsable et il doit évaluer les risques et agir en prévention. Alors il n'est pas tout seul. Il n'est pas tout seul. Il y a le chef de petite entreprise peut faire appel à des compétences extérieures, notamment les services de prévention et de santé au travail, la médecine du travail, communément appelée la médecine du travail, qui a une mission de conseil auprès des employeurs et des travailleurs. Il y a notamment, ça s'est beaucoup développé ces dernières années, des équipes pluridisciplinaires dans ces services-là, avec des spécialistes de la prévention, des ergonomes, des hygiénistes, des toxicologues. Donc là, ils sont là pour aider les entreprises, notamment les petites entreprises, à agir en prévention. Et puis, cette adhésion est obligatoire à la charge de l'employeur. Donc, c'est un service que les chefs d'entreprise, auquel les entreprises ont droit. Il y a également les services de prévention de la CARSAT, dont je fais partie. Donc, où là, également, au niveau breton, nous avons des ingénieurs, des contrôleurs de sécurité, des ergonomes, des psychologues du travail, pour traiter tout ce qui est risques psychosociaux, par exemple. Des unités spécialisées, nous avons des gens spécialisés dans le bruit, la sonorisation, l'éclairage, la glissance des sols, etc., tout ce qui est ventilation. Et donc on a pour mission de produire des préconisations, de les diffuser, et puis de contrôler leur application et de conseiller en général les chefs d'entreprise, de les former également à la prévention. Il y a l'inspection du travail, bien sûr, qui a un rôle de contrôle du respect du Code du travail. Et vous savez que dans le Code du travail, il y a des chapitres qui concernent la sécurité qui sont assez importants. Les organismes de vérification, vérification périodique des installations électriques, des équipements de protection, etc. Voilà très rapidement le paysage. Donc le chef d'entreprise n'est pas tout seul, il y a des conseillers. Et il y a également on verra des outils qui sont mis à leur disposition, notamment par la CARSAT. Donc la démarche qu'on préconise auprès des petites entreprises, c'est d'observer, de se décaler par rapport à leur situation de travail et d'imaginer l'accident. On est dans une entreprise, on est dans le bain, on a l'impression qu'il n'y a pas de problème, etc. Il faut arriver à prendre du recul par rapport à ce qu'on observe et puis essayer d'imaginer l'accident. Alors nous on présente par exemple ce type de situation. Là c'est dans une salle de restaurant. Il faut essayer d'identifier quels seraient les risques d'accident en observant cette salle de restaurant. Quels seraient les risques d'accident. Peut-être vous avez des idées.
Il y a d'abord le sol glissant, chute dans les escaliers. Effectivement, les tables sont trop proches les unes des autres. Collision. Un endroit de passage au niveau des toilettes. Voilà, donc il faut essayer d'imaginer comme vous l'avez fait cet accident. Donc là, on peut en repérer quelques-uns. Vous avez vu l'essentiel. Vous avez dit il y a un problème d'encombrement là, donc l'agencement de la salle peut être source d'accident. Vous avez dit qu'il y a il y a un escalier qui est dangereux. En effet, on voit que la rampe c'est une corde, c'est quand même pas ce qu'il faut. En plus, la personne a un plateau dans les mains, donc vous l'avez bien identifié. Là, il y a une porte sans visibilité. Ça veut dire que derrière, vous ne pouvez pas l'imaginer, mais il y a des gens qui peuvent ouvrir la porte, fermer la porte, et puis alors qu'il y a un serveur qui est devant, donc il peut se blesser. Vous avez un problème, l'essuyage manuel des mains qui peut entraîner des coupures, etc. Donc c'est la démarche qu'on demande aux entreprises, c'est d'imaginer l'accident pour ensuite mettre en place des mesures de prévention. Donc là, ça va être de réaménager la salle pour que les espaces de circulation soient fluides. Là, on va mettre un oculus pour que là, on voit qui y a derrière la porte et éviter l'accident. Là, vous voyez l'escalier, on a mis une rampe qui est rigide. On a mis sur l'escalier, on a mis des bandes antidérapantes pour éviter que la personne ait les plateaux dans les mains. Il y a un monte plat. Voilà, donc tout ce qui permet... Bon, un lave-verre également, on peut mettre un lave-verre ici. Voilà, donc c'est cette démarche-là qu'on peut avoir. Toujours dans le restaurant, donc il y a la salle, mais il y a aussi les cuisines, il y a les réserves. Là, pareil, observation de la situation. Alors pour celui qui vit dans le restaurant, il peut trouver ça normal, mais avec un peu de recul, on identifie un certain nombre de risques. Des problèmes de sol sale avec des chaussures, on a vu, qui sont pas antidérapantes, des problèmes de posture, des gens qui sont le plan de travail est trop bas, donc ils sont obligés de se courber et avec des problèmes derrière de mal de dos, des problèmes de fumée parce que la hotte peut-être n'est pas suffisamment entretenue, des problèmes de rangement, il y a des couteaux, etc. qui traînent sur le chariot. Donc voilà tout ce qu'on demande aux chefs d'entreprise de faire pour ensuite, et pareil, imaginer des solutions. Donc là, on voit tout de suite l'amélioration. Il n'y a plus de fumée, il y a des chaussures antidérapantes, les couteaux sont plus rangés n'importe comment, mais on a mis des supports magnétiques. On a éclairé l'escalier correctement. On a réorganisé le rangement pour que les charges lourdes soient à hauteur de ceinture. Il y a un système de monte-charge. Donc voilà tout ce qu'on peut, comment on peut articuler l'identification des risques avec les mesures de prévention. Alors pour aider le chef d'entreprise à réaliser son évaluation des risques et la planification de la prévention, on met en place des outils. En tout cas, la CARSAT Bretagne et l'assurance maladie risque professionnel proposent des outils. C'est un outil qui s'appelle OIRA. C'est un outil qui est accessible en ligne sur le site de l'INRS, l'Institut national de recherche et de sécurité. C'est un outil qui permet, après une session test, de réaliser son document unique de façon très simple, de gagner du temps et d'être efficace en prévention. Et c'est un outil qui est anonyme, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune utilisation des données personnelles. Vous pouvez y aller, utiliser cet outil-là. Aucune des données que vous rentrez dans l'outil ne sont enregistrées quelque part pour être utilisées par la suite. Cet outil, donc, c'est une approche par la situation de travail. Donc, on parle d'une situation de travail très concrète, par métier, avec des mesures de prévention, des risques qui sont bien identifiés, des mesures de prévention qui sont proposées, et le chef d'entreprise n'a qu'à cocher les mesures qu'il fait déjà et les mesures qu'il prévoit de faire dans le futur.
Et ça lui permet donc de réaliser son document unique avec la possibilité d'ajouter des risques et des mesures. Mais les outils OIRA, ce sont des outils par métier et chaque outil par métier, on traite 90% des risques facilement. Une estimation des risques très simple. Est-ce que c'est un risque faible, moyen ou important? Ce n'est pas la peine pour une petite entreprise d'avoir des échelles d'évaluation de risque plus lourdes. Et puis, un plan d'action. Ça s'articule avec un plan d'action, avec qui est responsable, quel est le budget, quel budget on prévoit, quelle date on commence les travaux, à quelle date on termine les travaux. Vous pouvez, grâce à cet outil, télécharger la liste des risques et des mesures de prévention. Donc ça vous sort très directement le document unique, c'est-à-dire ce qu'attend l'inspection du travail et ce qu'attend le législateur en matière de gestion des risques. Donc un plan d'action téléchargeable en format Word, donc que vous pouvez facilement modifier. Et vous avez, ce sont vraiment des risques, c'est des outils par métier, avec les principaux métiers qui concernent les petites entreprises. Donc tout ce qui est métier de la restauration, de l'hôtellerie, du commerce, il y a des outils OIRA spécifiques. On a aujourd'hui environ 40 OIRA par rapport à ces métiers-là. Les métiers du bâtiment, c'est pas OIRA, ça va être les outils de l'OPBTP, l'organisme professionnel de prévention dans le BTP, qui lui propose un outil équivalent OIRA qui s'appelle Mon document unique PRUMS. Mais sur le site de l'OPBTP également, tous les métiers du BTP disposent d'outils. Il y a des outils pour les carreleurs, pour les maçons, pour les couvreurs, etc. Pour OIRA, on retrouve également tout ce qui est métier autour du transport, de la métallurgie, plasturgie, les services, beaucoup développés en Bretagne, les services, donc la coiffure vétérinaire, aide à domicile, je crois qu'il y a des franchisés, là, aide à domicile, les clubs sportifs, etc. Donc vous avez ces outils, ces 40 outils OIRA, qui permettent par métier de simplifier beaucoup ce qu'on demande aux chefs d'entreprise en matière d'évaluation des risques et de planification de la prévention. Ce qu'on propose également comme outil, c'est des outils pour accueillir les nouveaux embauchés. Un créateur d'entreprise, généralement il démarre assez petit, il peut avoir 1 ou 2 salariés, mais il est amené avec le temps à devoir embaucher des personnes. C'est très important tout ce qui est accueil, formation au poste de travail, parce qu'on constate malheureusement dans les statistiques que les accidents, notamment les accidents graves, touchent beaucoup les nouveaux salariés. Donc avec le cahier de l'accueillant, que vous trouverez également sur le site de l'INRS, vous avez une démarche structurée et des fiches directement utilisables pour accueillir les nouveaux embauchés. Apprentis, stagiaires, CDI, CDD, c'est valable pour tout le public. Pour accueillir les nouveaux, vous avez également un outil qui s'appelle Tuto Prév Accueil. C'est un outil qui permet de sensibiliser le nouvel arrivant au risque. Alors c'est un outil qui est ludique, c'est une planche avec des dessins qui montre une situation de travail et on demande aux nouveaux qui arrivent de repérer les risques qu'ils voient dans ce dessin. Donc ça permet d'engager la discussion avec le nouveau sur les risques du métier et les situations qu'il faut éviter pour éviter l'accident. Vous avez également un outil qui est intéressant, notamment pour les petites entreprises, que vous trouvez également sur le site de l'INRS, c'est concevoir des locaux de travail. Lorsque vous démarrez une entreprise, vous pouvez avoir à concevoir des locaux de travail. Il y a un certain nombre de choses à penser dès le départ pour éviter d'avoir des locaux de travail qui soient dangereux ou qui détériorent les conditions de travail. Donc, comment concevoir un local qui soit bien insonorisé,
un local qui soit bien éclairé, où la circulation est facile, où on évite les croisements, les risques de collision, etc. Donc c'est un outil qui permet d'avoir un raisonnement sur les locaux de travail pour optimiser la sécurité et les conditions de travail. Vous avez également de nombreuses fiches, des fiches pour comment bien choisir son matériel. Lorsqu'on choisit son matériel, autant choisir un matériel sûr. Et donc, vous avez des fiches conseils pour voir dans le cahier des charges, qu'est-ce qu'il faut mettre pour que le matériel soit favorable à la sécurité, aux conditions de travail. Donc, vous en avez beaucoup. Bon, une fiche sur le traitement acoustique, sur les vitrines réfrigérées. Je ne vais pas faire toute la liste. Les monte-meubles, voilà, les tables de bureau, même comment choisir une table de bureau qui réduise les risques de mal de dos, de mal de tendinite, etc. Là, vous avez un certain nombre de fiches. Vous avez également des fiches solutions qui sont proposées également sur le site de l'INRS pour permettre d'aider les chefs d'entreprise à mettre en place les bonnes solutions. Plutôt que de réfléchir dans son coin, c'est bien de voir un peu ce qui se fait ailleurs et ce qui a donné des résultats intéressants. Voilà, donc pour terminer, ce que je dirais, la prévention, ce qu'on y gagne vis-à-vis du chef d'entreprise, nous, ce qu'on dit d'abord, c'est la sérénité. Lorsque vous créez une entreprise, vous reprenez une entreprise, pensez la sécurité, la prévention, ça vous permet de vous dormez tranquille, il y aura moins de risques d'accident et puis vous auriez fait le nécessaire. La qualité aussi, de bonnes conditions de travail, ça limite la fatigue des collaborateurs, ça favorise leur motivation, la qualité de service et la satisfaction du client. Parce que la réussite d'une petite entreprise, c'est avant tout ça. Surtout en phase de création, de reprise, c'est d'avoir vraiment de pouvoir fournir une qualité de service et de satisfaire les clients. Et puis la réputation, ça c'est à plus long terme. Pour les clients, la sécurité, c'est quand même un gage de professionnalisme. Et il y a des petites entreprises qui ont des très mauvaises réputations en matière de sécurité et souvent ça se... En plus, maintenant, avec Internet, c'est tout de suite, on a accès très facilement à l'information. Les entreprises qui ont mauvaise réputation en matière de sécurité ou de conditions de travail, elles sont tout de suite repérées. Et donc, en matière d'attractivité et même vis-à-vis du client, c'est toujours un handicap d'avoir pas une bonne réputation en matière de sécurité et conditions de travail. Voilà ce que j'avais à vous dire, mais je suis bien sûr pour les questions, je suis à votre disposition. Si vous le souhaitez, si vous avez des questions, je peux y répondre. J'aimerais savoir ce que signifie OIRA. OIRA, c'est un acronyme anglais, ça veut dire outil interactif d'évaluation des risques. Je ne me risquerai pas en anglais parce que j'ai un accent déplorable, mais voilà ce que ça veut dire en français. Oui, merci. Vous avez mentionné l'obligation ou la nécessité de réaliser une enquête après un accident du travail. Est-ce qu'on parle d'enquête interne? Est-ce qu'il y a des organismes dédiés qui réalisent ces enquêtes? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les démarches en cas d'accident du travail? Alors, en cas d'accident du travail, en cas d'accident grave, il y aura une enquête de l'inspection du travail, de la gendarmerie, de la police si c'est en ville. Il y aura une enquête. L'objectif de cette enquête, ce sera d'établir des responsabilités, voir si le chef d'entreprise notamment a tout fait pour éviter l'accident et s'il n'y a pas eu de l'imprudence, des négligences derrière qui doivent être sanctionnées. Par contre, l'entreprise, même si l'accident n'est pas grave, a intérêt à faire sa propre enquête en interne pour repérer ce qui n'a pas fonctionné. Comment se fait-il qu'on a eu un accident alors qu'on a en effet un plan d'action, on met en place des actions, mais on a quand même eu un accident. Donc faire une enquête pour remonter aux causes d'accident, ce qu'on préconise, c'est d'avoir une enquête de type arbre des causes qui permet d'identifier quels sont finalement les dysfonctionnements qui se sont combinés
pour aboutir à l'accident. Alors ça peut être des dysfonctionnements techniques, hein, une machine qui était finalement dangereuse, mal entretenue, etc. Donc c'est bon de le savoir pour pouvoir la modifier puis éviter que l'accident se reproduise. Mais ça peut être aussi des problèmes d'organisation, hein, des problèmes d'interférence d'activité, de charge de travail, de fatigue, etc. Donc c'est bien que l'entreprise fasse son enquête elle-même. Alors si c'est une petite entreprise, généralement elle n'a pas forcément les compétences en interne pour faire l'enquête. Donc là, elle peut soit faire appel à du conseil, le conseil de son service de prévention et de santé au travail, hein, dont je parlais tout à l'heure, de la CARSAT. Et il existe également sur le site de l'INRS un outil qui s'appelle Agir à la suite d'un accident, qui permet de faire une enquête de façon très simplifiée, mais qui permet quand même de voir quels sont les dysfonctionnements les plus importants qui se sont produits, qui ont abouti à l'accident, et puis d'orienter les mesures de prévention vers de la prévention efficace. Donc ça s'appelle Agir suite à un accident. C'est sur le site de l'INRS. C'est vraiment adapté à toute petite entreprise, hein. Sans formation, vous pouvez faire une analyse d'accident simplement en cochant un certain nombre dans une liste, un certain nombre de causes. Est-ce que cette cause-là a joué? Est-ce que cette cause-là a joué? Est-ce que cette cause-là a joué? Et vous interrogez un peu toutes les causes possibles pour resserrer vers les causes sur lesquelles on peut agir. Existe-t-il des aides pour accompagner les entreprises? Alors, il existe des aides de la CARSAT, hein, qui existent pour les petites entreprises qui emploient de 1 à 49 salariés. C'est ce qu'on appelle les subventions prévention. Ce sont des subventions. Alors, il y a toute une série de subventions qui existent, qui permettent de financer soit des équipements, soit de la formation, jusqu'à 50% du coût de l'investissement, et jusqu'à 25 000 euros d'investissement. Alors ces subventions sont fléchées, hein. Il y a des subventions qui sont fléchées vers la prévention du risque chimique, d'autres prévention des TMS, etc. Vous pouvez avoir accès à ces subventions sur le site de la CARSAT Bretagne. Alors, pour 2023, ces subventions, le budget est épuisé, hein. Mais en 2024, il y aura de nouvelles subventions qui vont apparaître sur le site. Et là, vous aurez... il y en a de nombreux, je ne vais pas toutes vous les présenter. Mais là, les entreprises peuvent faire le choix. Il y a notamment une subvention qui est très demandée, qui concerne la prévention du risque de TMS, ou une entreprise qui veut améliorer la prévention des TMS, la prévention des troubles musculo-squelettiques, hein, tout ce qui est tendinopathie, mal de dos, lombalgie, etc. Il y a des subventions pour financer notamment des équipements d'aide à la manutention pour améliorer les conditions de travail, réduire la fatigue et puis éviter les accidents liés aux manutentions. J'ai répondu à la question, hein. C'est bon. Y a-t-il d'autres questions? Dans le document unique, vous disiez qu'on cochait des cases pour dire si on avait déjà les mesures mises en place dans l'entreprise, mais il y avait aussi les mesures futures. Moi, je me dis tout de suite, si je peux le mettre en place, pourquoi l'avoir pas déjà mis? Alors, ça peut être des contraintes de prix, mais voilà, quelle va être notre responsabilité face à des choses qu'on a nous-mêmes dit, ah, on est en tort, on l'a pas fait. Oui, alors, en effet, dans le document unique, il est demandé qu'on indique les mesures de prévention qui existent déjà et celles qu'on programme de faire. Dans l'outil OIRA, on propose un certain nombre de mesures et le chef d'entreprise peut dire non, ça je le fais pas. Alors ce qui peut influencer cette décision de faire ou de faire pas, de pas faire. Alors si c'est une mesure de prévention qui est peu coûteuse, on peut en effet avoir notre réflexion. Si c'est peu coûteux, si c'est facile à mettre en place, autant le faire. Par contre, pour les investissements plus lourds, on peut dire non. Je sais, par exemple, dans mon commerce, je suis boucher charcutier, je sais que mon carrelage est glissant.
Je sais que ça sera intéressant d'avoir un carrelage antidérapant, mais je sais que financièrement, je peux pas je peux pas me le payer parce que j'ai pas les marges qui me permettent de le payer. Vous pouvez justifier que l'investissement vous décidez de pas le faire. Par contre, on dira vous changez pour votre carrelage, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas équiper votre personnel avec des chaussures antidérapantes. Et vous pouvez aussi vous préoccuper de tout ce qui est organisation, du nettoyage des sols, pour que le sol soit toujours le plus possible, le moins gras possible et qu'on ne glisse pas dessus. Il y a toujours moyen de trouver des mesures de prévention. Réduire le risque à la source, c'est-à-dire avoir un carrelage antidérapant, est trop coûteux pour l'entreprise, il faut se tourner vers des mesures de prévention peut-être moins efficaces et qui quand même permettent de réduire le risque. Et vous ne serez pas inquiété parce que vous n'avez pas fait l'investissement alors que c'était dans l'outil OIRA qu'il fallait cocher, quoi. Ah ouais, vous en avez peut-être parlé tout à l'heure, mais on vient d'arriver. Pour faire un document unique, il y a des outils en ligne, c'est ce que vous parliez. Quelle profession ? Salon de coiffure, oui. Oui, alors il y a... Je vais repasser la liste des métiers. Attendez. Voilà la liste des outils qui sont proposés. Et vous avez en effet la coiffure esthétique. Donc vous avez l'outil qui s'appelle OIRA coiffure et esthétique que vous trouverez sur le site de l'INRS. OIRA. Oui. OIRA. Sur le site de l'INRS, Institut National de Recherche et de Sécurité. Donc là, vous avez un outil qui vous permet de faire votre document unique et de gagner du temps et d'avoir vraiment une proposition de mesures de prévention que vous faites certainement déjà beaucoup, mais des mesures de prévention complémentaires que vous pouvez programmer dans le futur. Y a-t-il d'autres questions ? Bien. Écoutez, merci et puis bon salon, bonne poursuite. Je suis à votre disposition pour des questions éventuellement plus particulières. Sinon, nous avons un stand également CARSAT Bretagne en suivant l'allée vers les toilettes et puis en allant vers l'autre côté.